Bonjour et merci à tous les trois de participer à ce premier débat de cherclient.wiki. C'est une première, donc on aura bien sûr droit à l'erreur et aux approximations et aux tentatives infructueuses. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est de traiter en quoi les technologies de l'information ont modifié la nature de la relation entre la marque et les consommateurs. Et puis après, d'essayer d'envisager comment ça va se passer dans les années à venir. Alors, pour ça, je vais vous présenter rapidement Henri Kaufmann, qui est président de Hippipip, qui a été président d'une structure, d'une agence conseil en marketing relationnel. Christophe Benavent, qui est professeur à Paris-Nice, dans tout un tas de matières complètement secrètes dans le marketing. Et Pierre-Philippe Cormeret, qui est directeur adjoint de la communication client du groupe Caisse d'Épargne. Alors, je vais commencer par Henri et lui dire, Henri, qu'est-ce que ça a changé, ces nouvelles technologies, ou ces technologies qui sont celles d'aujourd'hui et de demain? Ce qu'elles ont changé, c'est surtout la manière de traduire un certain nombre de fonctionnalités, parce que la technologie en soi-même, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut en faire, et effectivement, il y a des usages qui sont apparus, que les clients utilisent de plus en plus, et que les entreprises, au mieux, commencent à intégrer dans leur process, au pire, ignorent. Et donc en ce moment, il y a probablement un problème de gap entre les étapes auxquelles sont arrivés les clients, les consommateurs et les entreprises. Alors, en quelques mots, quelles sont ces fonctionnalités qui me semblent les plus importantes? La première, c'est ce qu'on a appelé les flux RSS, c'est-à-dire le fait que l'information, les nouvelles viennent à moi, et uniquement les nouvelles qui m'intéressent, plutôt que je perds du temps à aller les chercher. Ça change fondamentalement la phase des choses. Ensuite, c'est la participation, les échanges possibles, la constitution de réseaux sociaux, la simplification des process, aussi l'individualisation, c'est-à-dire que, comme tu sais, j'ai écrit un bouquin sur le marketing one-to-one, et à l'époque on disait il faudrait une communication individualisée, et si possible, créer des produits personnalisés, individualisés. C'était un petit peu théorique, mais maintenant c'est possible, hein. Avec Internet, bon, il y a des exemples, le plus emblématique c'est Nike, on construit ses chaussures avec 15, 20, 30, 100 paramètres de couleur, de forme, de lacets, de tout ce que tu veux. Et on a sa chaussure individuelle, ça c'est tout à fait nouveau. Puis aussi en tant que client, les nouvelles technologies, ces technologies permettent aussi de déstresser. Où est mon colis? Je veux un virement tout de suite, je l'ai tout de suite, alors que quand on s'adresse donc, pour toi, c'est la personnalisation du produit et du service, mais est-ce que ça change, quand on dit ça a changé la nature de la relation? Est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec la relation de pouvoir? Christophe? Je pense que c'est une excellente remarque. Inattendu, mais bien inattendu, mais on doit tout de suite évoquer quand même Michel Foucault et toute sa réflexion sur le pouvoir, puisque finalement ce que propose Michel Foucault, c'est de penser le pouvoir comme relation. Pas le pouvoir au sens de l'État, ce qu'on appelle le pouvoir souverain, mais la relation, c'est une question de pouvoir. Dès qu'il y a relation entre deux êtres vivants, il y a un enjeu de pouvoir qui se joue, au travers de l'information, au travers d'une certaine économie, mais là il faudrait faire une anatomie de la relation, et puis on n'a pas envie de faire un cours. Mais simplement, si on est sur la question du pouvoir, la relation, c'est le pouvoir. Dès qu'il y a relation, se constitue un champ de pouvoir entre les deux. La rétention d'informations, c'est encore plus le pouvoir. Bien sûr, ça, quelqu'un un peu ancien maintenant, mais quelqu'un comme Michel Crozier a particulièrement pensé ça du point de vue de l'information et dans les organisations. Alors, de ce point de vue-là, si on examine les technologies, puisque Michel Foucault parlait des technologies du pouvoir, moi j'aime beaucoup l'expression technologie du marketing. Ces technologies du marketing, elles sont amenées à modifier les relations de pouvoir qui existent entre des groupes d'acteurs. Et ça de manière indifférenciée. C'est-à-dire, oui, il y a une petite vague d'empowerment, on s'est dit, le client reprend la main sur les entreprises. Moi, je pense radicalement le contraire, c'est qu'aujourd'hui, les technologies donnent aux entreprises
et aux marketeurs des capacités de contrôle et de surveillance de leur clientèle qui n'ont tout simplement jamais existé. Certes, est-ce que ça ne donne pas aussi aux consommateurs les moyens de prendre conscience de leur nombre et de leur force et de, en plus, une capacité à s'auto-organiser en groupe de pression, comme ça n'a jamais été possible non plus? Moi, je suis d'accord avec ce point de vue-là, c'est-à-dire que si on met en perspective ces technologies, finalement, ce qui se passe, ce sont les usages qui évoluent. Ce que disait Christophe sur cette notion de pouvoir, je crois qu'il y a un nouveau rôle qui est peut-être plus assumé, plus connu de la part du consommateur, qui, quelque part, va passer d'un rôle où il y avait un vendeur, une entreprise et un acheteur, il y avait un producteur et un consommateur, peut s'exprimer, peut co-créer, peut commenter, peut critiquer, et il va le faire par l'écrit. Il va le faire savoir, et ça va aller très très vite. Donc ça, on peut monter, on a le cas récemment qui a monté un événement en moins de 15 jours avec 3000 participants sur Paris, on va parler de Freeze. Donc il y a une possibilité, il n'y avait pas de marque là-dedans, mais il y a une possibilité d'aller extrêmement rapidement. Donc il y a un nouveau rôle, et finalement ça ouvre de nouveaux champs du possible, aussi bien pour le consommateur, pour le client, mais aussi pour le marketeur. Il y a deux solutions, ce que disait Henri, soit l'entreprise passe à côté de ce qui est en train de changer, de ces nouveaux usages, et ne veut pas le voir ou ne peut pas le voir, soit elle se dit, il faut que ça se fasse avec, je vais faire avec, donc je vais me rapprocher de ces consommateurs et je vais essayer de comprendre comment on peut faire un peu de marketing d'une nouvelle façon, d'une façon peut-être plus participative, en co-construction. Je prends par exemple ce que on a réalisé il y a un peu plus d'un an maintenant, où on a lancé le premier concours de design de visuel de carte bancaire. Ce qui était déjà, on a cassé un peu le côté establishment, où un visuel de carte bancaire, ça se fait par la banque et jamais par les consommateurs. Et après tout, pourquoi les consommateurs subiraient le visuel pensé par des marketeurs qui réfléchissent plutôt bien, mais qui ont fait finalement jusqu'à présent, avant la réalisation du visuel, toujours le même visuel. On a ouvert sur un site, sur des jeunes, un masque permettant de créer 15 000 créations, 400 000 votes et une carte qu'on commercialise. Mais là, il y a une appétence et c'est monté sans aucune pub. Sur ce point de la carte, j'ai découvert cette semaine un site qui vend des stickers de personnalisation, de personnalisation à mettre sur sa carte bancaire. Et donc on en choisit, il y a des thèmes en veux-tu en voilà, des dessins en veux-tu en voilà, donc chacun peut avoir sa carte, non pas créée, puisque tout le monde n'est pas forcément créatif, mais sa carte individualisation. Est-ce que là on n'est pas un petit peu dans le cosmétique et on est quand même dans un domaine où même si on sollicite la participation du consommateur, on garde la main. La marque tente ou l'entreprise garde la main en disant je vais vous laisser un espace pour jouer. Et voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de voir émerger d'abord quelques métiers, puis de plus en plus de métiers dans lesquels le consommateur va dire on va se regrouper très aisément à 1 million d'individus et on va fixer nos conditions aux fournisseurs pour dire qu'est-ce que vous répondez à cette demande. Et on va organiser, grâce au système d'enchères inversées, que les entreprises ont du mal à utiliser sans se faire attaquer par leurs fournisseurs, mais que le consommateur utilise à travers les sites de comparatifs, de prix, etc. On n'a ni plus ni moins que dans l'enchère inversée, et le fournisseur qui veut gagner, il faut qu'il soit 1 euro moins cher que tous les autres, sinon il aura beaucoup moins de commandes. Je sais pas, en 99 c'est sorti et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Si, il a peut-être marché, mais pas marché. Ça n'a pas marché. Les comparatifs non, pas les comparatifs, mais cette notion effectivement, on se groupe à plusieurs et on va faire des achats, on va faire des appels d'offres et les entreprises vont baisser leur prix. Moi je pense à une chose dans cet état d'esprit, c'est les histoires de Facebook qui occupent l'esprit de pas mal d'entre nous. On s'y retrouve, pas mal, très intéressant. Moi ce que j'observe dans Facebook, en regardant les amis des amis, etc., c'est que par exemple, alors qu'on nous présente le système comme ayant des capacités virales très étendues, en fait, il ne fait que reproduire, que doubler une chose qui existe déjà, c'est-à-dire nos réseaux sociaux personnels, et il ne fait que les matérialiser. Et démultiplier aussi. Très faiblement. Alors là, il y a des expériences de Duncan
Cannes Watts depuis les années 90, mais on se rend compte que lorsqu'on lance une rumeur, un élément, ça s'éteint extrêmement vite. Extrêmement vite. On n'a pas la capacité, les individus n'ont pas la capacité de relayer. Et s'ils l'avaient, de toute façon, ils n'ont pas besoin de la technologie. Le bouche à oreille fonctionne toujours très très bien. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que c'est justement cette organisation empreinte de technologie qui permet de... Bien sûr qu'on a nos amis sont nos amis, il y a quand même une capacité à travers ces réseaux à enrichir son réseau d'amis beaucoup plus facilement, à franchir des barrières. Alors, il y a avec l'évolution technologique aussi une évolution de la nature des relations. Ce qui est assez remarquable sur Facebook, c'est le passage en France d'un vouvoiement au tutoiement dans l'univers professionnel. J'ai remarqué ça comme étant quelque chose qui est généré par le système. Culture, oui. Oui, il y a vraiment une évolution culturelle, relationnelle. Et bien sûr aussi, le fait à... C'est pourquoi ça change de nature, parce que je ne peux pas continuer facilement à vouvoyer quelqu'un, à vouvoyer au sein d'un groupe de personnes que je tutoie, et en même temps, c'est difficile de continuer à maintenir le même rapport sur une strate professionnelle avec quelqu'un dont je vois les photos de famille, dont je vois les amis, qui me fait partager ses goûts pour la musique, le cinéma, etc. Je suis bien d'accord sur cette évolution, mais elle n'est pas le fait de la technologie, elle est simplement le fait de l'ensemble de la société. On est une société depuis les années 68 qui refuse les principes d'autorité et d'ordre, tout simplement. On est une société qui est plate, dans laquelle les individus ne souhaitent pas se distinguer de manière apparente. Les vieilles sociétés, le vêtement permettait de distinguer les classes supérieures des classes inférieures. Aujourd'hui, tout le monde porte un jean, des chaussures de sport et un t-shirt. Il n'y a que la marque qui va changer pour signaler la catégorie sociale. Donc on est dans une société qui favorise l'indifférenciation, qui favorise une certaine extimité, au lieu de l'intimité, donc il y a des changements de valeur. La technologie est prise dedans comme le reste. Moi, ce que je pense qui est important avec les technologies, c'est éviter les raisonnements systématiques. Chaque technologie, dans un contexte particulier d'application, modifie les choses. Il faut réserver son analyse à ça. Et pas essayer de trouver des évolutions trop générales, on risque de se tromper, de passer à côté. Moi, je préfère rester un technicien du marketing et dire il y a différentes techniques qui modifient la relation client. Regardons en quoi ça la modifie. Mais en tant que client, j'ai l'impression que malgré tout, on a dit qu'à un moment donné, la marque était comment dire, au-dessus du client. Et ce que moi je ressens très fort, c'est qu'il y a eu malgré tout une infantilisation des consommateurs, des clients, à qui on disait tu fais ci, tu fais ça, puis si tu fais pas ci et pas ça, bah, tu n'auras pas le produit ou tu n'auras pas le service dans les délais. Et si tu fais ça, tu vas gagner et une petite sucette pour te récompenser de ta fidélité. Maintenant ça c'est terminé, donc quand on a dit, une image, on met le client au centre, ça veut dire surtout qu'on a avec lui des relations plus égalitaires et qu'on l'écoute et qu'on essaye de construire avec lui, bon ça c'est l'implication, la participation, les produits qui l'intéressent. Donc de toute façon on va le fidéliser bien mieux que si on lui donne une sucette à la fin de la partie. Alors les technologies là-dedans, est-ce que ça a contribué à rendre les consommateurs, la relation plus adulte? Est-ce que les marques ont redonné un petit peu de maturité aux consommateurs? Plus égalitaire, parce que les consommateurs étaient adultes, simplement ils n'avaient pas le pouvoir de l'exprimer. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas content, mais il a des blogs, des wikis, des n'importe quoi, pour dire j'ai testé ce produit, sur 3 points il était bon, sur d'autres points il était mauvais, et tout le monde peut le lire, ensuite chacun décide. Ce n'est pas possible avant. Et cela dit, sur Facebook, malgré tout, même si c'est dans le courant post-68, bien, l'outil permet malgré tout une démultiplication. Le fait de voir des photos de gens qu'on n'a jamais vus, des gens qui veulent devenir mon ami, que je ne connais pas. Alors, à chaque fois, je leur dis, mais pourquoi voulez-vous être mon ami? Et ils me répondent, bah oui, parce que j'ai suivi un de vos cours, parce que j'ai lu un de vos bouquins, parce que je suis vos blogs. Et je trouve ça absolument génial, c'est qu'il y a des gens, d'abord, qui apprécient ce que je fais, puis en plus qui veulent devenir mon ami. Sans Facebook, ça aurait été très compliqué, qui m'appellent. Moi je suis convaincu que ce n'est pas la technologie au sens propre, c'est un usage des technologies
par des gens qui ont pris l'initiative. Le fondateur de Facebook, quelqu'un qui a apporté un regard sur la technologie, qu'il a pu faire partager avec quelques dizaines de millions de personnes. Et bien sûr que ça existe parce que c'est devenu un phénomène de masse. C'est curieux d'ailleurs. Ça existe pour la masse et ça n'existe que s'il y a de la masse. Et c'est ce genre de phénomène assez magique. Ce qu'on appelle une externalité de réseau, techniquement. Ouais. C'est-à-dire que la valeur ne vient pas des choses en elles-mêmes, mais dans ce cas-là, de l'existence d'un réseau. C'est bien étudié en économie. Ouais. Bon, ça, par exemple, ça a des conséquences considérables d'un point de vue, par exemple, stratégique, parce que bon, c'est le phénomène de locking, c'est le tout ou rien. Et c'est pas celui qui est important domine complètement le marché à 100%. Donc on n'est plus dans des logiques stratégiques de marketing où on grignote des parts de marché, on est dans le tout ou rien. C'est pas parce qu'on le veut que ça se passe comme ça, c'est qu'au début, Facebook, personne ne savait si ça allait se développer avec 10 000 personnes ou 10 millions ou bientôt 100 millions. Non, c'est l'accélération en quelques mois. Oui, c'est ce que dit Christophe, c'est que c'est possible et ça va se produire parce qu'il y a une logique de tout ou rien. Et on peut pas, les gens ne vont pas faire vivre, parce que ça fonctionne avec beaucoup de temps, et donc on ne va pas faire vivre sa présence sur 4 ou 5 ou 10 réseaux. Les gens vont choisir un réseau et s'y tenir pour peu qu'ils répondent à toutes leurs aspirations. C'est comme Google et Yahoo ou d'autres, Lycos qui ont disparu. Oui, ça c'est un phénomène intéressant. Alors, dans la nature de la relation avec la marque, alors, là on a la chance d'avoir quelqu'un qui représente une marque qui chérit ses clients. Qu'est-ce que tu en dirais, toi, Je crois que les technologies et surtout les usages qu'on peut en faire amènent de nouveaux champs du possible. Je prends l'exemple on a lancé fin juin dernier une carte bancaire rechargeable pour les 12-17 ans. Et on a lancé ça, donc on était les premiers à faire ça en France, ravis. Donc c'est une carte qui est rechargeable par les parents et utilisable par les enfants. C'est une vraie carte de paiement, hein, on peut l'utiliser. C'est pas l'inverse alors. C'est une vraie carte de paiement, une Mastercard. Et puis quand on l'a lancé, on a entendu effectivement des conversations de gens qui disaient ils sont fous furieux à la caisse d'épargne de lancer ça, c'est un pouce au crime. Et d'autres qui nous disaient c'est très bien, vous prenez les ados pour des adultes, vous leur donnez les moyens finalement de comprendre les mécanismes autour de l'argent et de commencer à gérer vos comptes, tout ça sous le couvert des parents. Puis on s'est dit, et sur internet, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Donc on a lancé en début septembre un blog sur le produit, un Skyblog, où les jeunes sont venus commenter, expliquer. Ça a été une mine d'or pour le chef de produit qui a compris plein de choses sur comment ils ont perçu le produit. Les grands frères sont venus parler aussi sur le sujet. On a eu 56 000 visites en un mois et demi, 900 commentaires dans ce blog, 2 tiers extrêmement positifs, 1 tiers disant, c'est surtout les grands frères d'ailleurs qui disaient c'est pas normal que mon petit frère à 15 ans, il a une carte de bancaire, j'ai dû attendre 18 ans pour en avoir une. C'est vrai pour les vélos et les mobilettes. Mais ça nous a fait, je dirais, pour répondre à la question, tout d'un coup, un vivier naturel, c'est un quali de façon quantitative extrêmement rapide par l'utilisation d'un blog sur un produit. 2 mois avant, je ne savais pas qu'on allait faire ça. Et finalement, dans cet usage, ça rebondit sur ce que dit Christophe. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à se jeter à l'eau, à tester, à dire quels sont les usages que l'on peut faire pour mieux comprendre, effectivement, d'un point de vue marketing et d'aller à la rencontre de ces consommateurs. Moi, ce que j'ai commencé à appeler un peu les conversations 2.0, c'est-à-dire que tu disais le client est au centre. Les bons vendeurs, moi j'ai remarqué qu'ils ne se mettent jamais face à face avec le client, ils se mettent à côté. C'est peut-être un petit peu ça qu'on a.